Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le sommet de Bruxelles s'est ouvert cet après-midi dans un climat glacial. L'Europe est en morceaux. Jacques Chirac demande une réunion exceptionnelle pour réfléchir aux moyens de la réconcilier avec ses peuples. Par ailleurs, on semble très loin ce soir encore d'un accord sur le budget. Florence Aubenas retrouve son compagnon de détention. Son guide-interprète, Hussein Hanoun, est arrivé en France tout à l'heure avec sa femme et son fils. Très éprouvé, mais souriant lui aussi, il a indiqué qu'il avait eu l'occasion de s'évader, mais qu'il avait préféré rester avec Florence Aubenas. Un enfant haïtien de 6 ans est maintenu depuis 3 jours et 3 nuits dans la zone d'attente de l'aéroport d'Orly. À l'arrivée de son vol, il a été intercepté en possession d'un faux document. Ses parents, demandeurs d'asile, seraient déjà en France depuis 4 ans. La justice doit statuer demain. Le monde des courses hippiques secoué par une enquête sur le dopage des chevaux. 5 personnes ont été mises en examen aujourd'hui. La société France Gallo annonce un renforcement des contrôles. L'Iran vote demain pour choisir son président. Jamais les débats et le scrutin n'ont été aussi ouverts. Le grand favori, l'ayatollah Rafsanjani, décrit comme un pragmatique, a fait une campagne à l'américaine. Enfin, les hommages sont nombreux pour saluer la carrière et la personnalité attachante de Suzanne Flon. À 87 ans, la comédienne a succombé hier à une gastro-entérite. Des sourires crispés, une ambiance électrique. C'est la première fois que les chefs d'État et de gouvernement de l'Union se réunissent depuis le double nom français et néerlandais. 2 sujets, vous le savez, sur la table. La Constitution, les 25 devraient choisir de temporiser. Et puis le budget et le climat de crise ne semblent pas propices aux concessions. À Bruxelles, Jean-Paul Chapelle, Christian-Marie Monod. Le sourire est un peu forcé. Pas question de montrer le moindre signe d'abattement. Affaibli par le non au référendum français, Jacques Chirac peut compter sur le soutien de son ami luxembourgeois, le président en exercice de l'Union qui organise ce sommet de crise. Tony Blair, lui, a le geste mécanique sur sa cravate, déterminé à défendre jusqu'au bout ses intérêts financiers, le fameux chèque britannique. Parvenir à un accord sur le budget 2007-2013, le président de la Commission veut encore y croire. Ce sera difficile, mais je suis confiant. On peut trouver une solution si chacun fait un effort. Mais dans une Europe déboussolée, les questions de gros sous risquent de tout bloquer. Je ne crois pas à un accord. Les divergences sont trop grandes. Divergence notamment entre Jacques Chirac et Tony Blair. La poignée de main est brève. Quand le Français conteste le chèque britannique, Tony Blair remet en cause la politique agricole commune. L'Europe est sous pression. Quand sa boisson fait des bulles, le ministre italien ne rigole même pas. Ambiance lourde, jamais les 25 n'auront connu autant de doutes sur l'avenir de l'Union. Aparté entre le français et le néerlandais, à eux deux ils symbolisent les peuples qui ont dit non à la Constitution européenne. Le chancelier allemand, lui aussi affaibli par les récentes élections, fait grise mine. Seul José Luis Zapatero arbore un franc sourire. L'Espagne pensait montrer l'exemple en organisant le premier référendum sur la Constitution. Aujourd'hui, elle veut surtout préserver ses subventions européennes. Quant à Silvio Berlusconi, signe du peu de considération qu'il témoigne pour une Europe jugée trop technocratique, il s'est permis d'arriver le dernier en retard. Et à Bruxelles, on retrouve en direct Christian-Marie Monod. On a déjà vu des crises, Christian-Marie, lors des sommets, mais celle-ci semble vraiment aiguë. Oui, David, bonsoir. Effectivement, habitué des sommets européens depuis près de 20 ans, je n'ai jamais rencontré une ambiance aussi tendue, aussi électrique et où le pessimisme est très actif. Les égoïsmes nationaux reprennent le dessus. Dans un tel contexte, vous l'aurez compris, il semble difficile qu'un accord intervienne sur le budget de l'Europe qui engage l'avenir de l'Europe pour les 7 années à venir. Alors, que va faire l'Europe? Vous ajoutez à cela les 2 noms successifs à la Constitution européenne, eh bien l'Europe aujourd'hui est en panne. Dans ce contexte, le président Jacques Chirac a proposé à ses collègues une initiative originale. Ouvrir un conseil extraordinaire des 25, réfléchir à l'avenir de l'Europe, voir quel contour doit avoir l'Europe, resserrer les liens entre le citoyen et les Européens. Vaste problème, vaste difficulté et surtout tout mettre à plat. Il y aura des dégâts, c'est sûr, mais c'est peut-être ça que doit faire l'Europe. Merci Christian-Marie. Et à noter qu'une manifestation en France des partisans du non était organisée aujourd'hui à Paris, place de la République, à l'appel de plusieurs partis de gauche. Quelques milliers de personnes se sont retrouvées pour réclamer une Europe et une constitution plus sociale après le vote du 29 mai, après le rejet de cette constitution.
4 jours après le retour de Florence Aubenas, son guide-interprète Hussein Hanoun est donc arrivé à son tour en France avec sa femme et son fils. Il a immédiatement donné une conférence de presse à l'aéroport d'Orly, c'était il y a quelques instants. Hussein Hanoun confirme qu'il ne souhaite pas rester en Irak et il indique aussi qu'il a eu à 2 reprises l'occasion de s'évader, mais qu'il a souhaité rester avec Florence Aubenas. Stéphane Bretner, Gilles Jacquier. Elle n'avait même pas eu le temps de l'embrasser à Bagdad samedi dernier. Aujourd'hui, Florence Aubenas retrouve enfin Hussein Hanoun. Le traducteur, l'ex-otage, est venu avec sa femme et l'un de ses fils. Le reste de sa famille est resté en Irak. Amaigri de 20 kilos, l'ancien militaire reçoit au pied de la passerelle un cadeau de la journaliste. C'est un disque de la chanson Biche au ma biche. Et quand on s'est retrouvés, qu'on s'est reconnus l'un l'autre, le film qu'on s'est dit c'est Ça va ma biche. Ça va Hussein? Ça va, très content. Les 2 ex-otages se rendent ensuite vers le pavillon d'honneur de l'aéroport. Pour une fois, ce n'est pas Florence Aubenas qui se dirige derrière les micros, mais son interprète. Je remercie encore le gouvernement français, M. Jacques Chirac, personnellement, et tous les autorités français. J'ai dit, voilà, le gouvernement français, le peuple français, ils n'ont pas oublié Hussein. Hussein, justement, qui a à peine le temps de raconter l'enlèvement du 5 janvier. Bon, c'est mon fils, alors, faut se porter, hein. Ses conditions de détention, il en parle avec sérénité. Ils sont des sunnites, salafistes, et je suis un chiite, moi. Alors, moi, je pensais qu'à un moment, comme je suis chiite, ils sont des salafistes, je vais avoir du mal. Mais il m'a traité bien, quoi. J'avais l'occasion de m'échapper 2 fois. J'ai pensé à Florence. Je ne voulais pas le quitter toute seule. 2 fois. La porte elle était ouverte devant moi. Je pouvais sortir. Et bye bye. Mais je ne pouvais pas laisser Florence toute seule. La journaliste et son traducteur sont restés 157 jours sans le savoir dans la même cave jusqu'à samedi dernier. Et à ce jour-là, on s'est vu, moi et Florence, on était à côté, comme ça, et on levait le bandeau, quoi. Et elle m'a vu et je l'ai vu, quoi. Ah, c'était un moment formidable, quoi. L'ancien pilote de chasse devrait rester plusieurs semaines en France. L'Irak, dit-il, ce n'est pas évident d'y rester. Lui et sa famille auront un guide pendant leur séjour, Florence Aubenas. Pendant que j'étais à Bagdad avec lui, on a fait des choses extraordinaires. On a été voir des voitures qui sautent, on a été voir les réfugiés, on a fait du journalisme. Et on disait toujours, quand tu viendras à Paris, on arrête l'extraordinaire et on fait l'ordinaire. On va boire du café à la terrasse d'un café, on va se promener bêtement, quoi. C'est ce qu'on va faire, on va faire des choses toutes bêtes. Vers 19 h, les anciens otages sont partis pour leur première soirée. Un dîner entre eux au restaurant. Et puis on retiendra aussi cette petite phrase de Hussein Hanoun: je ne conseille pas aux journalistes d'aller en Irak. Et Dominique de Villepin est aussi allé dans ce sens tout à l'heure au Sénat. Un véritable marché des otages se développe là-bas, dit le Premier ministre, on l'écoute. Nous disposons aujourd'hui d'informations très sérieuses et très précises sur les risques qu'encourent les représentants de notre presse nationale dans ce pays. Et cette situation est d'autant plus sérieuse que se développe actuellement un véritable marché des otages en Irak. Et par ailleurs, sur un tout autre sujet, Dominique de Villepin a annoncé qu'il n'y aurait pas de redécoupage électoral avant les législatives de 2007. Il n'a que 6 ans et déjà il est confronté à la zone d'attente d'Orly. Un enfant haïtien a donc été intercepté seul lundi à l'arrivée d'un vol avec un faux passeport. Depuis, il est maintenu en rétention. Une décision de justice doit être prise demain. Ses parents demandeurs d'asile seraient déjà en France depuis 4 ans. Claude Sampère, Guillaume Fautra. Depuis 4 jours, elle arpente en permanence les couloirs de l'aéroport d'Orly. Cette femme est originaire d'Haïti, demandeur d'asile en France, et elle ne souhaite pas être identifiée. Lundi matin, son petit garçon, qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle est en France, débarque d'un vol en provenance d'Haïti. Il a des faux papiers et depuis lundi, la police retient le petit garçon en zone d'attente. Il a 6 ans et 3 mois pour l'instant. Est-ce qu'il parle français? Oui, un peu. J'espère bien le retrouver parce que je suis en France, ça fait 4 ans. Et mon mari, ça fait 3 ans qu'il est en France.
Je ne crois pas qu'on va envoyer un enfant qui a son papa et sa maman en France. Chaque jour, on nous dit d'attendre et c'est ce qu'on fait. On attend. Depuis lundi, le petit garçon attend une décision sur son sort. Deux hypothèses. Soit il est renvoyé dans son pays, soit il est admis sur le territoire français. Comme il est mineur, un administrateur a été nommé pour défendre ses intérêts. Cet homme a déposé en son nom une demande d'asile. Côté policier, on explique que l'enfant est très bien traité et que sa mère peut le voir pour le moment sans problème. D'abord, on n'est pas des méchants policiers qui lui font du mal, ça c'est la première chose. Nous sommes des policiers qui appliquons la loi française. Cet enfant, qui était venu donc en mineur isolé, accompagné par une hôtesse de la compagnie aérienne qui le véhiculait, avait un passeport qui était falsifié. Donc à partir de là, il ne remplissait plus les conditions pour entrer sur le territoire national. Chaque année, près de 3000 mineurs étrangers isolés sont répertoriés en France et la plupart sont très vite reconduits dans leur pays d'origine. La maman du petit garçon d'Haïti attend dans les prochaines heures une réponse de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés. Et si la réponse tarde trop, c'est un magistrat qui devra décider au plus tard demain matin du sort de l'enfant. Justice, un procès en Haute-Savoie qui met en accusation une famille royale du Golfe. Ça n'est pas banal. 14 employés de maison de la famille princière d'Abu Dhabi ont saisi le Conseil des prud'hommes. Ils travaillaient dans une luxueuse villa, sans bulletin de salaire, parfois même sans contrat de travail et sans paiement des heures supplémentaires. Virginie Fichet, Philippe Fivet. Les plus anciens travaillaient depuis plus de 15 ans derrière ces murs. Un palais et 9 villas qui dominent le lac Léman. Mais pour ces 6 gardes aujourd'hui français d'origine marocaine, le palace n'avait pas que des faces dorées. Pas de contrat de travail, des salaires indexés sur le dollar, variant de 600 à 1000 euros par mois, et des conditions de travail qu'ils ne veulent plus aujourd'hui supporter. J'ai fait 21 jours au poste de travail, de 7h du matin à 23h, et à partir de 23h, on devait se relayer sur un seul lit, 3 heures chacun. Est-ce que c'est normal ? Un sort qui semble pourtant plus enviable que celui des 8 femmes de chambre qui sortent elles aussi de leurs réserves. Parmi elles, 6 Indonésiennes amenées depuis les Émirats avec de simples visas de tourisme. Leurs horaires étaient élastiques, leurs sorties et contacts plus que limités et leurs salaires 3 fois moins élevés que ceux des gardes. On ne pouvait pas aller dehors voir des gens, on devait toujours rester, travailler. Ma première grossesse, je travaille jusqu'à la dernier jour. Jusqu'en 2004, ils étaient employés par le cheikh Zayed, président des Émirats. Depuis le décès de celui-ci, ce sont sa veuve et une société civile immobilière qui gèrent le personnel. Mardi dernier, c'est devant les prud'hommes en conciliation que tous se sont retrouvés. Les représentants des Émirats n'ont pas souhaité apparaître ni s'exprimer devant nos caméras. Les 14 salariés, eux, réclament leurs arriérés de salaire et de cotisations sociales ainsi que le paiement des heures supplémentaires, soit chacun entre 50 000 et 60 000 euros. Pour le moment, les deux parties n'ont pas trouvé d'accord. Si elles n'y parviennent pas avant le 17 janvier prochain, ce sera au tribunal des prud'hommes de trancher. Justice encore, le monde des courses hippiques est secoué par une enquête sur le dopage des chevaux. 5 personnes du milieu ont été mises en examen. La société de course France Gallo s'est constituée partie civile. Elle annonce un renforcement des contrôles. Yann Fronty, Jérôme Soulard. Yann-Marie Porzier, l'entraîneur de ses chevaux, était plus habitué au podium des champs de course qu'aux tribunaux. Mais aujourd'hui, c'est dans le bureau d'un juge qu'il a dû s'expliquer. Mis en examen pour trafic de produits dopants, il a plaidé la négligence. C'est vrai que j'ai été sûrement mal entouré et sûrement que j'ai été l'objet de naïveté et d'abus de confiance. Dans l'entourage de l'entraîneur, 4 autres personnes ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire. Parmi elles, Bernard Sainz. C'est un soigneur décrié, soupçonné à plusieurs reprises de dopage dans le milieu du cyclisme. Son surnom, Dr Mabuse. Entraîneur vedette, Yann-Marie Porzier a accumulé les succès ces dernières semaines. Aujourd'hui, l'un de ses chevaux devait courir à Longchamp, mais le numéro 8 a été déclaré non partant, disqualifié. Pas une surprise pour certains parieurs qui s'étonnaient de ses victoires à répétition. Il y a quelques jours encore, l'un de ses chevaux, Rock'n'Palm, un parfait outsider, a battu à la surprise générale le champion du moment. La dernière fois où un Porzier a gagné, c'était vraiment un coup de théâtre. Parce qu'un cheval comme Rock'n'Palm, qui n'était pas non plus un cheval de premier ordre et qui battait un Sir Light qui est le maître sur l'obstacle, je trouve qu'on ne batte pas Sir Light par hasard. Dès le début de cette affaire, France Gallo, la société qui gère les courses, a décidé de renforcer ses contrôles antidopage. L'année dernière, seuls 66 cas positifs ont été décelés sur près de 20 000 prélèvements.
Le débat sur les tenues correctes exigées à l'école rebondit dans un collège de Guîtres, près de Bordeaux. 2 jeunes filles ont été exclues quelques jours de l'établissement car elles portaient des débardeurs jugés indécents. On voyait leur nombril et les bretelles de leur soutien-gorge. Une mesure mal comprise par les élèves qui ont décidé de se mettre en grève. Anouk Burel, Bernard Bonarme sur place. Sous le soleil, devant le collège, cela fait des jours que l'on ne parle plus que des petits débardeurs à bretelles. On parle que de ça, comme en cours, comme à la récré, constamment. Décence ou indécence, telle est la question. 2 collégiennes ont été exclues 3 jours pour cause de débardeurs trop courts. Elles avaient des débardeurs hauts jusqu'à où à peu près? Tu peux nous montrer? Je sais pas, jusqu'ici là. Là, ouais, là. Voilà. Mais le plus, c'est parce qu'elles ont répondu aussi, on pense. Oui. Mais bon, faut pas se laisser faire non plus. Il fait chaud, il fait chaud. Hein. Ouais. Quand il fait chaud, on va pas se mettre en pull. Là, je suis obligée de me mettre en pull ce matin. Donc, voilà, enfin, ça va pas le faire. Il y a 2 jours, elles ont même fait grève pour le retour des petits débardeurs contre les exclusions. Avis des garçons. C'est un peu trop abusé, un peu. Voilà. Qu'est-ce qui est trop abusé? De se mettre en débardeur avec le nombril nu. Et est-ce que tu trouves que des fois c'est un peu trop osé les tenues des filles? Non. Ah mais non, c'est mieux pour nous. C'est mieux pour les garçons. La principale qui a refusé de nous rencontrer exige simplement une tenue correcte à l'intérieur de l'établissement. Réaction des parents. Je mettais pas ça à moi, hein, et j'avais pas le droit de le mettre, hein. Donc non, moi je trouve que c'est normal. J'étais ici dans ce collège dans les années 68, 70. Il y avait des filles en débardeur ici dans les années 70. Bien sûr, tout à fait. La polémique au moins ravive des souvenirs de jeunesse. Toujours à propos d'école, l'irritation des chefs d'établissement et même des professeurs. Chaque année à l'approche de l'été, c'est un peu la même chose. Une fois les conseils de classe passés, beaucoup d'élèves ne viennent plus en cours, parfois avec la complicité des parents. L'année scolaire en est raccourcie d'autant. Nicolas Lemarinier avec Yannick Aroussi et Christophe Larocca. Il fait beau, il fait chaud, l'eau est bonne. Ici à Marseille, les grandes vacances, c'est vraiment formidable. On va à la plage, on va promener en ville. On va voir les copines, les copains. Seul petit souci, les vacances, c'est dans 15 jours seulement. Et aujourd'hui, les élèves étaient censés être en cours. On est 3 en classe. Qu'est-ce qu'on va faire à 3 en classe? C'est la fin de l'année maintenant. C'est la fin de l'année, c'est vrai. Hein. Sur la Côte d'Azur, comme partout au mois de juin, l'absentéisme fait des ravages dans les collèges. Dans cet établissement parisien, on compte déjà une 50aine d'absents sur 470 élèves. Et attention, c'est un phénomène contagieux. En fait, ils n'ont pas fini le programme, les profs, donc on voudrait rester encore un peu, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a envie de partir. Pour éviter que son collège ne finisse par ressembler à ça, un établissement vide, Madame la principale a des moyens très limités. Quand vous avez 150 élèves qui ne sont pas là, vous passeriez votre journée à téléphoner pour demander aux parents que leurs enfants viennent. Ajoutez à cela l'organisation des examens. Résultat, le collège va fermer le 24 juin, soit 8 jours avant la date officielle, le 2 juillet. D'ici là, les élèves ont quelques jours pour se préparer à l'examen du brevet. Et les profs devront se montrer persuasifs auprès des enfants et des parents. La présence en cours est obligatoire jusqu'au dernier jour. À l'étranger, d'abord des images d'une prise d'otage qui se termine mal au Cambodge. Le commando a fait irruption dans une école internationale où étudient une trentaine d'enfants de 2 à 6 ans. Après plusieurs heures, la police a donné l'assaut. Un garçon canadien de 5 ans a été tué dans la fusillade, ainsi que 2 des preneurs d'otages. 4 autres ont été interpellés. L'élection présidentielle en Iran, les bureaux de vote ouvrent demain matin. Les ayatollahs sont toujours là, mais jamais un scrutin n'a semblé aussi ouvert. On a parlé de démocratie, de mode de vie. C'est cela, le double visage de l'Iran. Et il est incarné par un homme, le favori de l'élection, Akbar Hashemi Rafsanjani. Il a été l'un des bras droits de Khomeini, mais c'est aussi un chef d'entreprise qui a fait une campagne à l'américaine et qui se veut pragmatique. Envoyés spéciaux, Maryse Burgot, Jean-François Renaud. Sous les portraits de Rafsanjani, la jeunesse dorée de Téhéran s'active. Hashemi Rafsanjani, grand favori de ces élections présidentielles. Devant son QG à Téhéran, quelques dizaines de jeunes plus occidentalisés les uns que les autres. On les imaginerait volontiers votant pour un candidat réformateur, il n'en est rien. Il a déjà été notre président pendant 8 ans. Parmi les 8 candidats, 17 femmes,
C'est vraiment le seul qui aura le pouvoir de faire ce qu'il dit. Hachemi Rafsanjani, ou l'histoire d'un conservateur qui a su modérer son discours pour s'attirer le vote d'une partie de la jeunesse iranienne. Lors de sa dernière réunion de campagne, nous le filmons souriant, sûr de lui. Dans la salle, les hommes sont d'un côté, les femmes de l'autre. Des femmes, cette fois, en tenue très traditionnelle. Pour elle, Rafsanjani est avant tout un pilier de l'histoire de la révolution islamique. Il a connu l'ayatollah Khomeini, dit cette femme. Il est de la même ligne que lui. Rafsanjani fut en effet l'un des disciples de Khomeini, mais c'est aujourd'hui un pragmatique. Il a d'ailleurs brisé un tabou en prenant la détente avec les États-Unis. Un discours très habile, alors qu'une majorité de la population iranienne souhaite aujourd'hui une réconciliation avec l'Occident. Jusqu'à présent, les présidents iraniens ont toujours été élus dès le premier tour. Cette fois, un second tour pourrait être nécessaire la semaine prochaine. Une première dans l'histoire de la République islamique et l'illustration parfaite du grand désenchantement de la population vis-à-vis des politiques, qu'ils soient réformateurs ou conservateurs. Le débat qui passionne et divise l'Espagne. C'est la semaine prochaine que la loi sur le mariage homosexuel et l'adoption sera présentée au Parlement. Cette évolution très rapide dans un des grands pays de tradition catholique ne va pas sans heurts. Une manifestation monstre est prévue après-demain et plusieurs élus prônent la désobéissance civile, à l'image d'un petit maire d'un village de Catalogne qui est devenu une des figures de la fronde. Reportage Philippe Visserias, Marie-Pierre Cassignat. Perdu au cœur du vignoble catalan, le petit village de Pontonce est depuis quelques semaines le symbole de la résistance au projet de loi sur le mariage homosexuel. Chaque jour, Luis Caldentey, le maire conservateur de Pontonce, reçoit des centaines de lettres. Cet homme a déclenché une tempête en Espagne en déclarant que les homosexuels étaient, selon lui, des tarés qui naissent avec un défaut physique ou psychique. Je suis sûr et certain d'avoir le soutien de la majorité des Espagnols. Ce qui se passe, c'est que la majorité des Espagnols n'ont peut-être pas le courage de le dire tout haut. En réaction, les associations homosexuelles et les partis de gauche sont venus devant sa mairie célébrer un mariage symbolique entre deux homosexuels. Une façon également de montrer que bientôt, ces unions deviendront légales. L'Espagne s'apprête à accorder aux couples homosexuels le droit de se marier et d'adopter des enfants. Pour Luis Caldentey, un vrai cauchemar. Dans cette Espagne rurale, le point de vue du maire est partagé par la plupart des habitants. La religion ne dit-elle pas le mariage, c'est un homme et une femme? À l'opposé, pour le Parti socialiste au pouvoir en Espagne, ce projet de loi lutte contre la discrimination dont souffrent les homosexuels. Le fait qu'ils puissent se marier signifie leur donner les mêmes droits que les couples hétérosexuels mariés, en termes de retraite, de pension de réversion en cas de décès du conjoint, toutes ces choses auxquelles ils n'ont pas le droit. À l'image de ce qui se passe ici, dans ce petit village de Catalogne, le débat sur le mariage homosexuel divise l'Espagne. Samedi, les opposants au projet vont manifester à Madrid et ils espèrent réunir 1,5 million de personnes. Un rendez-vous important pour l'islam de France. Le CFCM, le Conseil français du culte musulman, doit être renouvelé dimanche. On votera dans quelques 1300 lieux de culte. Au-delà des querelles internes, l'enjeu est surtout d'en faire une religion reconnue avec ses représentants et surtout des lieux de culte en bonne et due forme. Aujourd'hui, et malgré les grands discours, la plupart des lieux de prière sont aménagés à la sauvette, dans une semi-légalité. Au pays de la laïcité, voici l'exemple étonnant d'une mosquée installée dans une cité universitaire à Antony, l'enquête d'Éléonore Gay et Arnaud Wust. Ça, c'est la salle de prière pour les hommes. Il y a cette salle-là et la salle qui est derrière. De l'autre côté, il y a la salle réservée aux femmes, sœurs. Et juste à côté, il y a une bibliothèque. 75 mètres carrés recouverts de moquettes, une chaire pour l'imam. Ce n'est pas l'aménagement de cette salle de prière qui est exceptionnel, c'est son adresse. Cité universitaire d'Antony dans les Hauts-de-Seine, pavillon G. Un bâtiment propriété de l'administration dont les espaces communs sont soumis au principe de laïcité. Le vendredi pourtant, jusqu'à 200 personnes s'y pressent pour la grande prière des musulmans.
Pourquoi vous venez dans cette salle de prière? Est-ce que vous êtes étudiant? Non, je ne suis pas étudiant, parce qu'il n'y en a pas d'autres dans la région, donc je suis venu ici. La plupart sont des étudiants, mais il y a d'autres gens qui peuvent venir ici. On ne peut pas dire aux autres personnes, vous n'avez pas le droit de venir prier ici, ça se fait pas. Dûment répertoriée dans les annuaires des mosquées, la salle accueille également des enfants le dimanche pour des cours d'arabe et de religion dispensés par des bénévoles. Le tout aux frais de la cité universitaire. Pour ces étudiants musulmans, il n'y a jamais eu ni loyer, ni facture à payer. Des annonces des cours, des annonces des interventions, des annonces des conférences. Voilà, on sait bien que la laïcité, ça date de 1905, ça date pas de 1985. C'est-à-dire l'ancien directeur savait bien que voilà, c'était interdit, enfin interdit entre parenthèses, d'avoir un lieu de culte dans une résidence universitaire, et malgré ça, il l'a autorisé. Côté campus, 30 ans après l'ouverture de la salle de prière, personne n'y trouve rien à redire. Dans une ville sans mosquée officielle, certains pensent même qu'elle arrange à la fois les musulmans et les pouvoirs publics. Je pense que même, y compris les responsables de la ville, ils préfèrent avoir une salle de prière, j'allais dire, qui contrôle indirectement du fait qu'ils connaissent ceux qui mènent cette mosquée, plutôt que d'avoir des lieux de prêche sauvages dans une quelconque cave où on prêcherait des choses dangereuses. Le prêche est modéré à la Cité U, mais cela n'a pas toujours été le cas. En 1994, l'imam, proche des groupes islamistes armés algériens, finit par être expulsé. Embarrassée, la direction des œuvres universitaires et sociales se passerait bien de cette mosquée. On est devant le fait et il faut simplement qu'on se mette en conformité. Mais là, vous me faites parler d'une exception sur 600 résidences dans lesquelles il n'y a pas ni mosquée ni de salle de prière. Sauf que ce n'est pas une exception. Dans 4 autres cités universitaires, des salles de prière sont tolérées. À terme, l'administration compte les voir disparaître et affirme en avoir fermé 5 en 2 ans. Économie, une guerre des prix s'annonce dans le monde du téléphone portable. Un nouvel opérateur vient bousculer le marché avec des forfaits à moins de 10 € par mois. Vincent Fourcade, Jean-Louis Melin. Télé2, c'est le petit nouveau dans l'univers de la téléphonie mobile. Un opérateur virtuel, pas de réseau à gérer, aucune antenne à installer. Télé2 se contente d'acheter des minutes de communication à un concurrent pour les revendre ensuite à ses propres clients. C'est très simple, on demande à Orange à lui acheter des millions de minutes en gros. Les millions de minutes coûtent moins cher que si on les achète à l'unité. Et nous, on peut, sur cette base, construire une offre mobile qui est moins chère. Avec ces nouveaux forfaits, Télé2 espère séduire 400 000 clients en 1 an. Ici, on s'exprime en milliers d'abonnés, quand les grands noms du secteur, eux, résonnent en millions. Debitel aussi est un nouveau venu sur le marché du portable. 1 an d'existence à peine et un constat, difficile de débaucher les clients des autres. Il faudrait que le marché français soit plus fluide et en particulier que les clients soient moins engagés. Aujourd'hui, les clients sont engagés pour 24 mois avec leur opérateur. Autre difficulté pour ces opérateurs virtuels, les tarifs qu'ils pratiquent dépendent avant tout du bon vouloir de leurs grands concurrents. Les petits opérateurs qui arrivent ne pourront gagner des parts de marché que s'ils sont un peu agressifs sur les prix. Surtout qu'il y a de la marge, on le sait. Mais pour cela, il faut que les gros opérateurs historiques, les 3, leur fassent des prix de revente, à eux, suffisamment bas. Mais ils ne le veulent pas. Et les 3 poids lourds du secteur ont encore de beaux jours devant eux. Leurs concurrents n'ont séduit pour l'heure qu'un utilisateur de téléphone portable sur 3000. Téléphone, ordinateur, lecteur MP3, appareil photo numérique. Depuis que l'électronique a envahi notre vie quotidienne, un nouveau phénomène de consommation est apparu. Les passionnés de la nouveauté. Il leur faut toujours les derniers modèles. Ils passent des heures sur Internet. Ils y consacrent tout leur budget. Ce sont en quelque sorte les victimes de la mode nouveau style. Ils se retrouvent même pour comparer leurs trésors. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Stéphanie Davoigneau, Daniel Lévy. Fabienne, ouais. Compact flash, ultra portable USB OS, il parle une langue qu'on ne comprend pas. Bienvenue chez les geeks, littéralement en anglais abruti, enfin, abruti d'informatique et de nouvelles technologies. Mais là ça va être les timbres, nous on collectionne des machines électroniques quoi. Tous viennent exhiber leurs derniers gadgets, chien robot, portable multifonction ou ordinateur portable. Au niveau poids, ce que t'en penses avec la batterie. Dans cette soirée très masculine, on cherche à prouver qu'on a la plus petite machine. Ouais. Depuis toute l'assemblée ici, je suis le seul à avoir cet appareil-là. J'achète, je teste 3-4 jours.
Ça me plaît, je le garde 2 semaines, ça me plaît pas, je le rebalance au bout de 5 jours. Car le geek se lasse très vite. En moyenne, Yann dépense 200 € par mois pour ses joujoux électroniques. À peine acquise, la nouvelle technologie est déjà dépassée et donc revendue. Le but, c'est vraiment ça, c'est la chasse à l'objet que personne n'a encore. Ça s'appelle les early adopters en fait. Early adopters, les premiers utilisateurs. Des clients tellement courtisés que les grandes marques s'invitent à leur soirée. C'est de la pub gratuite en fait. Ils vont parler de la marque, ils vont dire voilà, cette fonctionnalité est pas mal, moi j'ai testé ce produit. Et ça peut déboucher sur des clients justement qui connaissent pas, qui maîtrisent pas. Ils vont faire confiance aux passionnés qui en parlent sur Internet. Et de là, ils vont aller acheter. Et les forums de geeks sur Internet ne désemplissent pas. Les accros s'y rendent plusieurs fois par jour pour discuter, revendre, acheter. Une dépense en temps et en argent qui fait parfois rouspéter les copines de geeks. Elles aussi ont créé leur site ou comment vivre avec un geek. Axel supporte la passion de Gaëtan depuis 4 ans. En 6 mois, il en est à son 4e mini-ordinateur. Pour moi, c'est complètement inutile Il avait déjà 2 ordinateurs, en acheter un plus petit, plus performant. D'accord, mais les nouvelles technologies, c'est tous les jours. Il a fallu batailler sévère. Et il a eu gain de cause. Le dernier modèle vient directement du Japon. Le clavier aussi. Je peux pas écrire, hein. Plus maintenant les touches japonaises, je comprends plus rien. C'est pour toi, on a compris. Donc là, j'ai donc un smartphone. Finalement, nous sommes tous un peu geeks, à la recherche de satisfaction éphémère et de l'inutile qu'on croit indispensable. Et donc pour terminer, un petit gadget un petit peu sonore, un e-dog, voilà. Et voilà, les derniers jours du Salon du Bourget avec la guerre commerciale entre Airbus et Boeing. Avantage à l'avionneur européen avec une cascade de nouvelles commandes pour la 320, la 350 et aussi le géant, la 380. Le pari industriel semble donc en passe d'être gagné. Boeing, on le sait, ne croit pas au Super Jumbo. Les Américains ont fait un autre choix. Voici lequel, Patrice Pellet, Philippe Turpot. L'A380 n'a pas été fabriqué par Boeing. Aujourd'hui, le constructeur américain s'explique et montre pour justifier sa décision son nouvel avion, le 787 Dreamliner. Premier argument, puisqu'il est 2 fois plus petit que l'A380, il pourra se poser sur des milliers d'aéroports, ce qui n'est pas le cas de l'A380 qui, pour être rentable, ne pourra relier que de très grandes capitales. Selon Boeing toujours, le 787 va être l'avion le plus économique du monde grâce à ceci, son fuselage en matériaux composites. Moins lourd, moins cher à propulser, sa rentabilité au kilomètre par siège va être supérieure à l'A380. Les compagnies aériennes aiment les économies. Boeing a aussi repensé la décoration. Les hublots sont plus larges, les sièges plus confortables, les parois et le plafond sont sculptés. Ça plaît aux passagers. Et pour imaginer l'intérieur de cet avion, les ingénieurs sont allés très loin, puisqu'ils sont remontés au Moyen-Âge, et plus précisément à nos cathédrales avec les voûtes gothiques. Pendant le vol, le ciel va rentrer dans l'avion. L'éclairage va suivre la course du soleil. L'architecture accueille le passager à bord pour psychologiquement le dépolluer de toutes les contraintes qu'il a subies sur l'autoroute, dans l'aéroport, dans le parking. Pour la première fois, nous avons réussi à créer, dans ce vaste espace, un vrai lieu d'accueil. Pour le PDG de Boeing, aucun doute, le 787 correspond mieux à la demande des compagnies aériennes pour les 20 prochaines années que l'A380. Nous pensons que l'A380 n'a devant lui qu'un tout petit marché. De toute façon, il n'y a pas de place pour 2 constructeurs. Franchement, nous n'avons aucun regret de ne pas l'avoir construit. Nous, on va produire un avion vraiment différent pour un marché qui a besoin d'une autre vision des choses. Voilà, tout est dit. Aujourd'hui, l'avion semble convaincre puisque 261 Boeing 787 ont déjà été commandés. Santé avec une première pour reconstruire le cœur après un infarctus. Il s'agit d'injecter dans le muscle des cellules de moelle osseuse. C'est la thérapie cellulaire. L'expérience est menée dans 5 hôpitaux en France, notamment à Montpellier. Léo Lamberton, Françoise Mazou. Jean-Marc Simonin n'aurait jamais espéré pouvoir retrouver une activité normale. Il y a 3 mois, un grave infarctus endommage une partie de son cœur. Aussi, lorsqu'on lui propose de bénéficier d'une thérapie nouvelle pouvant reconstituer son muscle cardiaque, il n'hésite pas. L'espoir d'avoir une meilleure santé suite à cet infarctus qui m'a surpris disons, à 58 ans. Vous pensez récupérer un corps de jeune homme? Pas tout à fait, mais disons au mieux.
Comme Jean-Marc Simonin, une centaine de personnes en France vont participer cette année à un essai thérapeutique très particulier. Tous ont en commun d'avoir été victimes d'un infarctus grave et d'avoir un fort taux de récidive. Le cœur est un muscle, donc ils ont perdu une partie de ce muscle, et les cellules cardiaques étant des cellules adultes, qui sont très différenciées, elles ne se régénèrent pas spontanément, donc le but c'est d'essayer au maximum de récupérer cette partie de muscle qui était détruite. Pour ce faire, on va prélever de la moelle osseuse du patient. Puis, en laboratoire, on va en extraire les cellules capables de remplacer celles du muscle cardiaque morte. Ce sont les cellules souches. Alors ces cellules vont créer de nouveaux vaisseaux et une fois qu'on a de nouveaux vaisseaux, donc on a les moyens, les conditions pour réparer le muscle cardiaque. Les cellules souches sont ensuite injectées grâce à une sonde dans l'artère coronaire du patient, près de la région du cœur abîmée. Ici à Montpellier, on se donne 6 mois pour tirer les premières conclusions. Il y a 2 ans, un essai analogue a été réalisé en Allemagne. Les patients ont récupéré une partie importante de leur fonction cardiaque. L'été n'a pas encore commencé, mais les méduses sont déjà là. Elles sont même des milliers du côté de Nice, une arrivée favorisée par la chaleur. À Menton, on en a déjà ramassé 1 tonne. Prudence donc si vous vous baignez dans la région. Pas de méduses à l'île de Ré, mais des touristes. Comme chaque année, le mois de juin fait le plein. Des seniors, des étrangers ou des couples sans enfants, une clientèle aisée. Depuis quelques années, les vacanciers de juin et de septembre rapportent autant aux professionnels du tourisme que les juilletistes ou les haussiens. Sur place, Christophe de Valambra, Philippe Ritten. Tout en haut du phare des Baleines, le point de vue est imprenable. C'est le cliché traditionnel des vacanciers sur l'île de Ré. La saison touristique estivale ne bat pas encore son plein. Mais le mois de juin attire déjà une clientèle sensible au charme de l'île, mais qui refuse les inconvénients de juillet et août. On est plus au calme. Ah. Voilà, on aime le calme. Il y a moins de monde? Il y a moins de monde et il y a le beau temps aussi. Vous viendriez en juillet quand il y a beaucoup de monde ici? Non. Nous avons choisi juin pour le calme. Les Hollandais, les Anglais, les étrangers comme les seniors affectionnent l'avant-saison touristique. Une clientèle intéressante car elle n'hésite pas à dépenser. Des petits caramels pour mes petits-enfants et puis du sel aromatisé pour ma cuisine. Et depuis quelques années sur l'île de Ré, autour de la période de très grande foule du 14 juillet au 15 août, l'avant et l'arrière-saison représentent désormais la moitié du chiffre d'affaires touristique estival. La foule l'été va acheter des petites choses. Ici, on va cibler les meubles, l'installation des maisons. Donc je pense que en fait sur 4-5 mois, ça va vraiment, le mois de mai-juin marche très bien pour nous, oui. Ça s'équilibre en fait. Oui, absolument. Et c'est donc sur cette période de mi-saison que de nombreux professionnels du tourisme portent désormais tous leurs efforts. Pour nous, oui, c'est la plus importante. C'est là que se fait la différence. C'est mai-juin, septembre. Bon, l'été, il y a toujours du monde, de toute façon, quelles que soient les circonstances, quel que soit le temps. Cette année, l'avant-saison semble très correcte. Et l'annonce de forte chaleur ce week-end sur les plages de l'île de Ré devrait encore attirer les vacanciers de juin et confirmer cette bonne tendance. Des hommages très nombreux toute la journée pour saluer la carrière et la personnalité attachante de Suzanne Flon, 60 ans sur les planches et devant les caméras. La comédienne devait faire sa rentrée au théâtre à l'automne. À 87 ans, elle a succombé hier à une gastro-entérite. Marie Jojoin. On vit trop vieux maintenant. Ma petite voisine là, Augustine, 92 ans. Son fils en a bientôt 70. Ironie d'un scénario, ce sont là les derniers mots de Suzanne Flon pour le grand écran. C'était il y a 2 mois. Vieille dame indigne, de fauteuil d'orchestre, une comédie de Daniel Thompson dont le montage n'est pas encore terminé. Je m'y connais. Magnifique, efficace, attentive, bouleversante, poétique, mécanique. Tout fonctionnait chez cette femme. Une étonnante carrière commencée il y a 60 ans. C'est au théâtre qu'elle se sentit le plus heureuse. Pourtant, il n'y eut pas de cours d'art dramatique pour cette jeune fille d'origine modeste, mais une institutrice qui lui donna le goût des mots. C'est en récitant des poèmes contre la guerre qu'elle débuta. Autour d'elle. Avant tout, ce qu'il faut, c'est que court le mal. Le mal court, furet. Voyez comme il court bien, cet absolu. Suivront une liste impressionnante de pièces au registre les plus divers, Hanou, Tchekhov ou Shakespeare. Aussi merveilleux. Ah, comme vous êtes belle, Madame Adriana. Elle était menue, délicate, et elle prenait possession de tout le plateau, et avec cette voix absolument invraisemblable qu'elle avait, qui était assez grave et en même temps féminine. Menée de front le théâtre et le cinéma. Retire-toi, mon chéri. Au début, John Huston avec qui elle vécut et Orson Welles. Plus tard, Jean Becker et Claude Chabrol qui se la disputaient.
On s'est tellement bien entendu tout le temps que quand je disais que c'était ma deuxième mère, c'est pas ça, c'était mon actrice fétiche. Disons, c'était quelqu'un, elle était incontournable pour moi. C'était quelqu'un, il fallait que je l'aie dans le prochain film que je faisais. Au cinéma, Suzanne Flon rendit ses seconds rôles inoubliables. Tu sens quand tu manges un petit singe. J'aurais dû envoyer à Caro, c'est désolé. Mais au théâtre, elle fut souvent la première. Je vais être très franche. J'ai déjà eu un Molière, mais je ne m'en lasse pas. Une première à l'Académie française, l'admission d'une personnalité maghrébine. L'écrivain et cinéaste algérienne Assia Djebar a été élue aujourd'hui au second tour. À 69 ans, elle succède au professeur Georges Vedel. Elle avait déjà été la première femme algérienne admise à l'École normale supérieure de Paris. C'était en 1955. Musique, France 2 a fait son choix. La chanson de l'été pour notre chaîne, notre coup de cœur, ce sera Amadou et Mariam, ce couple de chanteurs aveugles venus du Mali. Vous les connaissez sans doute déjà. C'est un gros succès de cette année 2005. Marie-Hélène Bonneau, Daniel Lévy. Amadou et Mariam, depuis 20 ans, ils promènent ensemble leur musique au Mali puis en France. Leur album, produit par Manu Chao, leur a valu une victoire de la musique et depuis, c'est l'explosion. Du blues rock africain pour raconter leur pays et leurs coutumes. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Ils se sont rencontrés à l'Institut pour non-voyants. Ils chantent des histoires hautes en couleurs, portées par les notes. Quand on est aveugle, la musique, ça joue un très grand rôle. Donc les choses qui se passent autour de nous sont des choses qui nous inspirent. Ce qu'on nous dit aussi, ça nous inspire beaucoup. Donc on fait beaucoup attention et puis on fait avec. Ça va la cigale? Sur scène, Manu Chao en passager clandestin. Un concert pour chanter la solidarité. C'est tous les messages d'entente, messages d'amour, messages de justice, messages de paix. On en a besoin en ce moment? Oui, je pense qu'on en a besoin parce que le monde, il faut parler un peu. Et il faut toujours parler, il faut toujours dire ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'il ne faut pas faire aussi. C'est très très important. Oui. Plus de 100 000 albums vendus, une tournée en France et à l'étranger jusqu'à l'automne. Ce couple continue d'enchanter la France avec des chansons d'amour toutes simples. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo Nathalie Riouet, point route Valérie Maurice. 20h55, envoyé spécial avec au sommaire notamment le grand âge du showbiz, portrait de Marthe Mercadier et Annie Cordy. 23h campus autour de Guillaume Durand, 1h moins quart dernier journal Jean-Claude Renaud, dès 6h30 Télématin. À 13h, ce sera Carole Gessler. À 20h et tout le week-end, vous retrouverez Béatrice Schoenberg. On se quitte sur l'image du jour. Ces retrouvailles entre Florence Aubenas et Hussein Hanoun. Ils ont été détenus ensemble pendant 157 jours. Ils se sont retrouvés tout à l'heure à Orly. À lundi.